Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une rivière de deuxième catégorie. Donc comme vous voyez, c'est une rivière assez lisse qui contient beaucoup de poissons blancs, principalement des chevennes, un peu de vandoises, des barbeaux, des hautues. Nous on va principalement essayer les chevennes. On va faire ça en sèche, en nymphe. Le but étant de laisser le plus possible les truites tranquilles sur les rivières de première catégorie. On est à la mi-juillet, les eaux commencent à se réchauffer. Donc on va vraiment les laisser là où elles sont. Et on va s'attaquer donc aux poissons blancs qui aiment particulièrement les eaux un peu plus chaudes, enfin un peu plus hautes en température. Et donc vous le verrez, ils seront relativement actifs et on fera certainement pas mal de poissons. Alors au niveau de la façon de les pêcher, ça va se pratiquer à peu près comme on le fait avec des truites au niveau de la pêche en sèche et en nymphe à vue. Donc soit on les pêche depuis la berge ou depuis l'eau, en fonction de la manière dont la rivière se présente. Par exemple pour le poste ici devant moi, au niveau de la berge, il n'y a pas vraiment de poissons. Par contre je vois là qu'au milieu il y a quelques beaux chevennes. Donc ceux-là je vais, si c'est possible, s'ils ne sont pas trop loin, les pêcher depuis la berge. Si ce n'est pas possible, je rentrerai dans l'eau en essayant de faire le moins de vagues possible. Et une fois que j'aurai pêché le milieu de la rivière, je pêcherai l'autre berge. Et ce qui est toujours important d'arriver à comprendre, c'est quel type de poste pêcher et où se positionner. Donc voilà, soit on pêche depuis la berge et on remonte en pêchant vraiment tout le long de la bordure comme on le ferait en pêchant des grosses truites en nymphe à vue. Soit on pêche le milieu de rivière, maintenant on verra moins bien puisqu'on sera beaucoup plus bas, on sera dans l'eau, donc notre champ de vision sera un peu plus étroit. Donc on pêchera un peu plus l'eau, je vais dire, et un peu à vue si on voit des poissons. Et la berge en face, là on pêchera uniquement l'eau en essayant de choisir un peu les postes qui seraient propices pour tenir du cheven. Donc je vais un peu alterner toutes ces approches pour essayer de tirer le meilleur du parcours ici qu'on va faire. Et je vais commencer par les quelques poissons là que je vois au milieu de rivière. Là-bas. Donc là j'ai repéré un cheven et je vais le pêcher depuis la berge. Bon, là, je suis un peu court, il est 2 mètres plus loin. Hop, il vient. Et il a pris. Ouah, raté. Ouah, il y en a un deuxième juste derrière. Quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Ah, j'ai attrapé derrière. J'ai pris l'arrière. Bon, je viens de rater mon premier poisson en le faisant un peu trop vite. C'était le premier de la journée. Maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai quand même pris un poisson, enfin j'ai piqué un poisson qui était assez loin. Ça montre l'importance au niveau du choix du matériel d'avoir une canne qui permette de pêcher une certaine distance. Donc là, je pêchais à peu près à 12 mètres, ce qui n'est pas nécessairement très loin, mais pour la rivière, c'est déjà une belle distance. Pour faire ce genre de pêche, moi j'utilise toujours une soie de 5. Alors ici, en l'occurrence, j'ai une 9 pieds. Je pêche entre une 9 et une 10 pieds, mais ici, moi j'ai pris une 9 pieds, soie de 5. J'ai pris la River Maniac en 9 pieds, soit de 5 médium. Pour moi, c'est vraiment un très bon compromis. Et en soie, pour moi, il faut une soie avec une tête de lancer qui soit à peu près d'une douzaine de mètres, de manière à pouvoir pêcher près de manière normale, mais de pouvoir pêcher un peu plus loin en gardant quand même une soie qui permette de le faire. Si vous avez un profil trop court, ça ne permettra pas de pêcher un peu plus loin de vous. Et comme c'est le cas ici, en pêchant depuis la berge, parfois en milieu de rivière, on a besoin de ce genre de profil pour accéder de manière encore précisément au milieu de la rivière. Bon, je vais essayer de faire un deuxième poisson. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui suivait. Et je vais essayer celui-là de ne pas le rater. Le voilà. Alors, une fois que vous le piquez comme ça, le gros problème, c'est les algues. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau et il va se mettre dedans. Donc, il faut au maximum... Oh, rate décroché. Il fallait absolument garder la canne haute de manière à ce qu'il aille le moins possible dans les algues. Maintenant, bon, ça reste des poissons qui font près de 50 cm. Je pêche avec un fil qui est du 10 centième, donc je tire dessus dans la limite du raisonnable pour ne pas le casser. Bon, celui-ci n'a pas été concluant puisqu'on l'a raté, mais on n'aurait pas non plus su faire grand chose de plus avec des poissons comme ça. Donc il faut autant que possible tirer dessus, mais dans la limite du raisonnable. Bon, ça fait partie aussi de la pêche, il y a toujours un pourcentage de décroché ou de raté par rapport à la configuration et à ce qui est possible. Sur ces gros poissons-là, on ne fait pas non plus ce qu'on veut.
Par contre, ça met vraiment en évidence une chose, j'éclaire après 2 lancers, puisque bon, on a vu 2 poissons, on a fait 2 lancers, on a fait bouger les 2 poissons, c'est qu'ils réagissent bien à l'impact. Donc là, je suis avec un scarabée en taille 12, et le fait que la mouche vienne ploquer, vienne donner un impact sur l'eau, a fait directement déplacer le cheven, parce que je ne suis pas vraiment tombé dessus, j'étais tombé à peu près à 50-60 cm du poisson, mais il est directement venu dessus. Donc de par l'impact, il est venu voir ce que c'était, il a pris. Donc il est venu assez rapidement, avant d'arriver sur la mouche, il a ralenti, il a regardé et puis il a pris. Mais c'est vraiment l'impact qui l'a fait se déplacer. Quand vous pêchez comme ça les poissons blancs, et que vous montez montez ou descendez, vous avez 2 possibilités, il faut au maximum essayer de faire le moins de vagues possible. On voit vraiment clairement quand on pêche les chevens à vue que la moindre vague fait partir tous les poissons. Donc en général, en montant la rivière, on a quand même tendance à pousser beaucoup plus d'eau. Donc il faut vraiment le faire de manière beaucoup plus douce. Et en descendant, normalement, comme on accompagne le courant, on a tendance à faire beaucoup moins de vagues. Alors il y a ceux qui pêchent qu'en montant ou ceux qui ne pêchent qu'en descendant. Moi personnellement je pêche plus en montant, même s'il m'arrive de pêcher en descendant. Et donc comme je pêche en montant, j'essaie de le faire le plus calmement possible, de manière à effrayer le moins possible les poissons. Le problème des petits, c'est qu'ils viennent plus vite que les gros. Donc il faut vraiment lancer précisément, parce que si vous tombez un peu à côté du poisson, il y a beaucoup de chances que ce soit un petit qui vienne intercepter votre mouche avant le beau poisson. On va essayer de vous montrer un peu comment pêcher la bordure. Donc pour ce faire, je vais me promener là au milieu des orties et des herbes en tout genre. Donc c'est l'importance d'avoir un waders. Maintenant, je vous conseille, quand vous pêchez comme ça, ce genre de pêche un peu baroudeur au milieu du maquis, de ne pas prendre vos waders neufs, parce que vous allez vraiment les abîmer, et de prendre plutôt un waders un peu plus qui a déjà servi, de manière à, une fois que vous passez dans les ronds, ça quand même malgré tout moins les abîmer. Et donc je vais ici remonter toute cette bordure très lentement, en essayant de repérer les poissons et de les pêcher à vue. Sur ce genre de pêche comme ça, de pêche à vue ou en sèche, où on doit repérer les poissons et lancer très vite dessus, moi je vous conseille un badine pas trop long, pour pouvoir être directement en action de pêche et d'être très précis. Alors, il est là-bas lui. Je suis trop court. Il est où? Je l'ai perdu. Là, il y en a un autre. Par contre, celui qui descendait, je l'ai perdu. Alors là, dans le fond, j'ai une carpe. 2 carpes. Donc ça, je vais peut-être les laisser là tranquilles quand même. Et là, c'est des belles carpes. Et mon cheven, il a disparu. Oh, il y en a un deuxième qui vient dessus. C'est pas une truite ça. Non, ça ne reviendrait pas comme ça. Non, je
Voilà un beau cheven de un peu moins de 40 cm que je viens de prendre avec un scarabée, donc en pêchant l'eau. En fait, j'ai d'abord pris un premier poisson qui était un peu plus gros, que j'ai pris en sèche à vue. Et après, en pêchant l'eau, je veux dire plutôt en cherchant un autre poisson, ma mouche était sur l'eau et ce cheval est venu chercher mon scarabée. Voilà. Donc voilà ce cheven-ci, on l'a pris donc toujours avec le même scarabée avec des petites pattes. Bon, il est un peu plus petit que l'autre, mais ça reste un poisson tout à fait correct. Donc on va le remettre à l'eau et on va essayer d'en prendre d'autres. Donc ici, ce qu'on a remarqué, enfin, sur ce poisson-ci, c'est que je l'ai vu et j'ai pas jeté, j'ai pas lancé devant lui, mais j'ai plutôt lancé au niveau de sa queue. Et il s'est retourné, il a pris la mouche, donc en fait c'est l'effet de surprise, c'est l'impact au niveau de sa queue qui l'a fait se retourner, directement prendre la mouche sans trop réfléchir. Puisqu'on a vu précédemment que les poissons étaient quand même un peu tatillons, donc on va essayer de plus les surprendre. Là il y en a un. Wow, il y a un autre petit qui a gobé avant lui. En fait, il y a le beau cheven qui est venu. Il s'est vraiment collé contre, il y a un petit poisson qui devait être contre lui, qui est venu gober plus vite. Et bon, comme je le voyais approximativement, j'ai ferré sur le mauvais poisson. J'aurais dû laisser faire et probablement que l'autre aurait pris et recraché et le gros aurait bien pris. Mais bon, avec le mauvais reflet d'eau, c'est pas évident de voir exactement ce qui se passe. Où est-ce qu'ils sont passés? Maintenant, je les vois plus, ils sont là. Et voilà. Alors, quand vous êtes sur un poste comme ceci et que vous avez plusieurs poissons, le mieux au niveau des chevens, c'est de les rejeter, mais de l'autre côté, donc de manière à ce qu'ils n'aillent pas se remettre avec les autres, parce que ça a tendance à caler vos poissons. Donc il faut vraiment le plus possible les relâcher à l'opposé de là où vous les avez pris. Et voilà. Ah, décroché, il est revenu vers moi. Celui-là, je l'ai bien piqué, mais en fait, il est revenu vers moi et il s'est décroché. Voilà, donc on a fait un plus petit poisson et lui il était vraiment tout à fait au bout de la petite cuvette, je vais dire, et il était contre le rocher. Voilà, donc là j'ai fait quelques poissons avec mon scarabée et je me rends compte quand même que les chevennes commencent à... Enfin, certains sont un peu tatillons, donc je vais passer sur une petite sèche en chevreuil, donc avec un corps noir et une aile en chevreuil en taille 14, pour quelque chose d'un peu plus délicat et voir si ils réagissent mieux. Donc là je ne vais pas les surprendre, je vais plutôt lancer un peu en amont et laisser dériver ma mouche de manière beaucoup plus naturelle et voir si ça réagit mieux. Au niveau des postes à prospecter pour le cheven, ce sera soit donc la bordure où je me trouve ici, qu'on pêchera depuis la berge, donc caché dans les hautes herbes. Ce sera éventuellement le milieu de rivière qu'on pêchera en sèche ou à vue. Le plus facile, c'est d'être en hauteur, donc idéalement depuis la berge pour vraiment bien les voir. À la hauteur à laquelle je suis, on en voit, mais on les voit beaucoup moins bien. Et ce sera la berge en face. Alors, idéalement, vraiment très près des bords et là où il y a des arbres morts ou immergés, donc un peu comme là-bas la petite cuvette là-bas en face, ou là où on a pris les chevens là juste avant. Ça, c'est vraiment des postes typiques pour le cheven. Après, il faut les pêcher, il ne faut pas hésiter à
à monter comme je le fais régulièrement un peu en hauteur sur un caillou pour vraiment les voir un peu mieux. Et si on n'a rien pris dedans, à carrément rentrer dans le poste pour voir s'il y a des poissons ou pas. Et en ayant fait comme ça quelques postes, on voit si les chevens se tiennent dans plus d'eau, moins d'eau, près du bord, moins près du bord. Il faut un peu jauger tout ça en pêchant et en regardant là où on en voit. Voilà, donc ça c'est un poisson que j'ai vu se promener, qui était un peu nerveux, donc je lui ai laissé un tout petit peu le temps de se calmer et je lui ai présenté la sèche, donc juste devant lui. Bon, cette fois-ci c'est avec une sèche plus petite qui a un corps noir et une petite aile en chevreuil naturel, et donc c'est une pêche qui est plus délicate que ce qu'on a fait précédemment. Bon, délicat, ça reste relatif, bon, c'est des chevens, c'est pas des truites, donc ce que j'ai pu faire ici sur le cheven, j'aurais jamais pu le faire sur une truite. Mais ils sont quand même globalement beaucoup plus tolérants aux erreurs, ils sont beaucoup moins farouches, ils aiment l'impact, donc c'est différent d'une truite et ça permet quand même beaucoup plus d'approximativité dans la pêche. Pour toutes les pêches comme ça d'eau basse, les poissons ont quand même souvent tendance à partir très vite et il ne faut pas avoir peur de pêcher un peu loin de vous. Ah, décroché. À pêcher un peu loin de vous de manière à les effrayer le moins possible. Parce qu'ici je vois des poissons ici qui, déjà une dizaine de mètres, nous entendent et partent directement. Donc il faut vraiment allonger de la soie pour aller les chercher là où ils sont sans les effrayer. Voilà. J'ai fait peur. Et voilà. Wow, ça c'est un beau poisson. Ah, donc ça c'est un beau poisson que j'ai toujours pris avec mon sedge et qui est en pleine forme comme vous le voyez. Un truc qui est pas mal pour pêcher ce genre de poste qui n'est pas toujours évident. Je vais le pêcher avec une plus petite mouche, en tout cas plus discrète, que je verrai vraiment pas bien. Donc en fait ce sera une sèche, mais je vais pas regarder le gobage, en fait je vais repérer ma touche sur mon indicateur fluo qui est ici. Donc je ne tiendrai pas du tout compte de la mouche, ce sera uniquement cet indicateur. Alors pour le voir, comme vous le voyez, il est un petit peu torsadé. En fait, il y a une façon pour le faire, moi c'est que je prends ma pince, comme ceci, et comme on le fait avec les rubans pour les cadeaux, les emballages de cadeaux, vous voyez, je vais comme ceci torsader mon fil. Simplement je viens contre l'angle de la pince. Vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. En fait, vous pouvez même le faire avec votre ongle si vous avez les ongles suffisamment durs. Vous venez pincer le fil et vous tirez dessus et ça donnera ce résultat-ci, en fait, un genre de Scooby-Doo, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et donc ça va venir se poser sur l'eau et je verrai ma touche là-dedans. Vous pouvez également le faire avec vos nymphes en fin de compte. Vous le faites avec vos sèches ou vos nymphes. À partir du moment où vous ne voyez pas la mouche, vous verrez votre touche dans l'indicateur. Vous verrez l'indicateur qui va se tendre. Là, dans la tache claire, là, au milieu des renoncules, il y a 2 ou 3 poissons. Ce n'est pas des gros poissons, c'est des poissons de 25-30 cm. Je vais essayer d'en faire un en sèche. Voilà. Ouais, il y en a un beau. Là, il y a un beau poisson, mais le problème, c'est qu'il rentre et il sort des renoncules tout le temps. Ouais. Alors ça, c'est le gros problème, c'est qu'il faut vraiment tenir sa canne très haute pour ne pas le laisser rentrer dans les renoncules comme ceci. Parce que si vous tenez votre canne comme on l'a fait précédemment dans les vidéos pour la truite,
que vous tenez votre canne basse, ils vont directement se mettre dans les renoncules et vous allez les perdre. Donc il n'y a qu'une seule solution, parce que là il y a 25 cm d'eau, peut-être même pas, et il y a un tapis de renoncules. Donc si vous ne tenez pas votre canne très haute, c'est sûr et certain qu'il rentre dans les renoncules et vous le perdez. Voilà le poisson, c'est pas un monstre, hein, c'est un poisson qui fait un peu moins de 30 cm. Mais c'était un beau coup de ligne, en fait, il se déplaçait, donc il était dans la trouée de renoncules qui fait 50-60 cm de large, et il passait d'un côté à l'autre pour essayer d'attraper ce qui passait. Et il fallait passer très vite, de manière à être sur lui au moment où il y était, parce que toutes les 3 ou 5 secondes, il partait de gauche à droite, il revenait, il repartait. Et donc je suis passé très vite dessus en faisant un impact, et il est venu à la réaction, et donc je l'ai ferré tout de suite. Et c'est vraiment l'importance de tenir sa canne haute, sinon vous allez décrocher ou casser des poissons dans les renoncules quasiment toute la journée. Hop là. Hop, en voilà encore un. Alors ça, c'est tous des poissons pour lesquels je ne vois pas le gobage. Par contre, je me réfère donc à mon fil, à mon indicateur fluo dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que je pêche là dans la partie qui est couverte par les arbres, et donc où il y a peu de lumière, et ma mouche noire, en fait, simplement, je ne la vois pas. Et donc c'est vraiment sur cet indicateur, quand je le vois le tendre, que je ferre. Là, il y en a un. Le voilà. Bon, c'est pas les plus gros poissons qu'on aura fait de la journée, mais en tout cas sur un petit poste ici, j'ai raté un beau poisson. J'en ai fait 3 et j'en vois encore quelques-uns, donc je vais essayer d'en refaire encore un ou deux. C'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons chouettes à prendre. Le voilà, c'est un plus beau. C'est toujours sur la même mouche, hein, toujours sur un petit sedge noir, avec une petite aile en chevreuil. Hop, on va encore un. Voilà, donc toujours avec la même petite mouche sèche. Il y a 2 ou 3 poissons qui se sont repositionnés et qui sont assez actifs, donc je vais profiter de leur activité pour essayer d'en refaire encore un ou deux. Bon, là je vois clairement maintenant que l'impact de la mouche ne leur plaît pas. Donc je vais encore affiner un peu la chose et je vais mettre une espèce d'oreille de lièvre qui est réalisée avec un dubbing qu'on fait nous autres chez VDS. En fait, c'est un dubbing de lapin, mais c'est uniquement l'extrémité des poils, donc c'est une espèce d'oreille de lièvre, on va dire, même si elle est faite en lapin, avec uniquement l'extrémité des poils, donc les parties plus rigides. Et ça, il y a quelques reflets brillants dedans, donc il y a un peu de rouge, de bleu et de vert en petite quantité, donc ça apporte un peu de brillance et un aspect noir, donc ça va être vraiment bien. Je vais mettre ça pour essayer.
qu'il faut vraiment quelque chose de léger ici et qui ne fasse pas trop d'impact. J'ai déjà fait quelques poissons sur le poste et ils commencent à comprendre ce qui se passe. Donc je vais un peu affiner la pêche. Alors ça c'est un plus beau poisson et donc on voit le résultat tout de suite en fait. Au premier passage avec cette mouche plus discrète, je fais directement un plus beau poisson. Voilà de nouveau un poisson très correct qui tourne autour à peu près des 35 cm que je viens de faire en sèche, donc depuis la berge. Donc déjà j'étais à 4-5 mètres de là où je suis. Donc le poisson théoriquement ne devait pas beaucoup me voir. Et je l'ai pêché en sèche, il s'approchait ici des bords et je lui ai présenté donc ma petite mouche noire en V-Dup juste devant lui. Il est venu la chercher assez facilement, il n'a pas trop hésité. Et on l'a ferré donc juste avec un tout petit peu de retard, le temps que la mouche soit quand même bien rentrée en gueule. Et voilà, on a fait ce beau poisson. Et bien voilà, notre après-midi de pêche sur les poissons blancs touche à sa fin. On va maintenant passer au showroom et vous monter les quelques mouches avec lesquelles on a pris les poissons. Et on va commencer par la chenille. Alors je vais en faire deux versions, une qui sera flottante et une qui sera coulante. On va dire que ce sera vraiment une nymphe. Je vais commencer par la flottante que je vais réaliser à l'aide de foam, de manière à avoir vraiment quelque chose qui flotte en surface. Et pour la seconde, donc celle qui sera une nymphe, je la ferai à l'aide de Furifoam. Pour ce faire, je vais réaliser cette mouche sur un hameçon de 10 courbé. Alors la taille en général la plus standard c'est toujours ce 10, mais vous pouvez faire des 12 voire des 8. Alors l'hameçon c'est ceci, donc c'est un TE70 en taille 10. C'est un hameçon qui est moyen de faire. Il faut savoir qu'au niveau du cheven, c'est un poisson qui aime bien l'impact. Donc le moment où votre mouche va toucher l'eau, il aime avoir quelque chose qui fait un petit peu de bruit. Et donc le fait d'avoir un hameçon de fer moyen permettra d'avoir justement un impact plus important. Voilà la raison pour laquelle je prends cet hameçon. Malgré le fait qu'il ait un fer un peu plus épais, le piquant reste très bon. Donc ça ne gêne pas au niveau du ferrage du poisson. Donc je vais donc la réaliser avec ce foam de couleur chartreuse. Alors moi j'aime beaucoup le chartreuse, mais les autres couleurs fonctionnent. Vous pouvez le faire avec du jaune, vous pouvez le faire aussi avec du blanc, avec du noir, mais la couleur la plus standard reste le chartreuse. Donc je vais découper des languettes assez fines. Donc je vais démarrer avec à peu près 2 mm de foam. Je vais un tout petit peu partir en biais, de manière à ce que le corps soit un peu plus gros, et puis je vais réaffiner la pointe de mon foam. Donc si vous le voyez à la caméra, voilà, j'ai quelque chose qui est un peu courbé. Vous comprendrez au niveau du montage le pourquoi je fais ça. Donc ma soie de montage, ce sera une 8-0 de couleur noire. Je vais réaliser un corps très rapide, très basique, donc en spire jointive. Voilà. Et je vais fixer la languette de foam par la pointe. Alors une chose importante quand vous montez cette mouche, c'est de mettre un peu de superglue sur le corps, parce que bon, même si les chevennes n'ont pas vraiment de dents, malgré tout ça s'abîmera quand même. Donc le fait d'ajouter un peu de glu consolidera votre mouche, et en plus de ça au niveau du montage, ça évitera au foam de glisser, ça le laissera bien en place. Donc ici maintenant je vais tourner ce foam.
de manière assez jointive pour avoir un corps assez dodu. Vous voyez, donc le fait d'avoir fait quelque chose en biseau, je vais dire, ça permettra au corps, donc à la partie centrale ici de la mouche, d'avoir plus de volume. Voilà. Et je vais fixer le foam. Donc je vais couper l'excédent et je vais venir réaliser la tête de ma mouche. Comme vous le voyez, c'est vraiment une mouche très très simple. Et son intérêt, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va flotter. Donc il va avoir un bon impact au moment où la mouche va tomber sur l'eau et elle flottera. Donc ça se pêchera de la même manière que l'on pêche avec une mouche sèche. Vous le voyez, la mouche est terminée. Comme je vous expliquais, au niveau du montage, le corps est vraiment conique et ça flottera bien sur l'eau. Donc le gros avantage de cette mouche, c'est que de par le poids de l'hameçon, elle aura un bon impact sur l'eau et puis elle flotterait, elle dérivera de la même manière qu'une sèche et le chevien viendra l'intercepter. C'est vraiment une mouche assez efficace. Alors les deux modèles, donc flottant et coulant, sont complémentaires l'un de l'autre. Certains jours, c'est l'une ou l'autre qui fonctionne mieux. Les deux fonctionnent toujours, mais il y a parfois une ou l'autre qui fonctionne un peu mieux. Donc on va passer sur le second modèle, qui sera réalisé à l'aide de Furifoam. Donc c'est le même matériel que celui qu'on avait utilisé pour le gamard dans la vidéo précédente, à part qu'ici on le prend en chartreuse de nouveau. Donc toujours la même chose, c'est un matériel qu'il faut séparer. Donc il faut bien désolidariser les deux plaques l'une de l'autre, voilà, comme ceci. Il faut quand même être prudent quand on le fait, parce que c'est un matériel qui est fragile et qui a parfois tendance à casser. Donc ici, bon, ça se passe bien, mais il y a quand même parfois des fois où, une fois qu'il a parfois un petit peu vieilli, il a tendance à être cassant. Donc ça, c'est fait. Je vais prendre un hameçon, toujours la même taille, un taille 10, toujours en TE70, donc TE70 pour nos amis français. Pour consolider le Furifoam, je vais utiliser un fil de cuivre de couleur chartreuse et je vais commencer par réaliser le corps en soie de montage noir. Ce fil de cuivre, c'est vraiment important parce que le Furifoam, ça reste fragile. Donc c'est un super matériel, mais qui a quand même la tendance à être fragile au niveau du montage et dans le temps, parfois un petit peu à se dégrader. Quand on a fait la mouche il y a quelques années, parfois le Furifoam a tendance un peu à se décomposer. Alors pas après 6 mois ou 1 an, mais après 3, 4, 5 ans, parfois le Furifoam devient fragile. Donc le fait de le consolider avec un cuivre et de mettre un peu de superglue sur le corps n'est pas un luxe. Donc la même chose que le foam de couleur chartreuse, je vais découper une languette. Alors ici on peut la faire droite, donc, enfin, quand on découpe on peut découper ça de manière toute droite, ça ne pose pas de problème. Donc là je fais des languettes à peu près de 3 mm et je vais venir poser ce Furifoam à l'arrière de ma mouche et revenir jusqu'à mon œillet. Donc, cette glue ici qui est importante. Et donc je vais tourner le Furifoam autour du corps, enfin autour de l'hameçon, en faisant pas mal de spires pratiquement superposées l'une à l'autre, pour essayer d'avoir de nouveau un corps un peu plus épais. Il ne faut pas hésiter à revenir un peu comme je le fais sur vos pas. Donc revenir en arrière, repartir en avant avec le Furifoam. Au niveau de la mouche, ça ne se voit pas. Donc on ne voit pas qu'on est vraiment reparti devant ou derrière. Par contre, ça apporte un peu de volume à celle-ci. Voilà, donc je vais fixer ma languette. Puis je vais venir tourner mon fil de cuivre. Les spires, je vais les faire assez proches l'une de l'autre. Donc vraiment de manière à consolider cette mouche. Voilà, on a donc maintenant les deux versions qui sont réalisées. Je vais vous montrer les deux à la caméra.
Donc il y a, on va dire, la chenille flottante et puis la chenille qu'on va appeler coulante. Et donc ce sera vraiment à vous d'essayer les deux versions et de voir laquelle donne le meilleur résultat le jour où vous êtes au bord de l'eau. On passe maintenant sur les mouches sèches et je vais commencer par un petit sedge, alors qu'il fonctionne très bien sur les chevennes mais aussi sur les vandoises, à adapter au niveau de la taille toujours. Donc je démarre en 16 plutôt pour les vandoises ou les chevennes qui peuvent être un peu difficiles et je vais jusqu'en 12 voire en 10 pour les plus grosses tailles. Donc le corps, je vais le réaliser avec un buzzer dup noir. Alors c'est un dubbing, c'est une base de lapin auquel on ajoute des fibres brillantes, donc de couleur rouge, vert et bleu. Donc ça donne vraiment un beau contraste. Le corps, l'aile, je la ferai en chevreuil. Et ici, donc pour ce montage, je vais donc utiliser un TE10 taille 14. Alors ma soie de montage sera de couleur noire. Et je vais réaliser un corps en allant jusque la courbure. J'ai pris une petite pincée de dubbing noir et je vais venir le positionner sur ma soie de montage en essayant d'avoir le dubbing le mieux réparti possible pour avoir une mouche assez harmonieuse. Comme vous le voyez, le dubbing est assez serré. Voilà, le corps est réalisé, donc c'est assez simple. Vous voyez, il est vraiment en forme de carotte. Et il a juste, en termes de brillance, ce qu'il lui faut, donc pas trop peu. Une mouche trop brillante, c'est pas toujours l'idéal. Et il y a juste suffisamment que pour attirer l'attention d'un poisson. Et maintenant l'aile, donc elle sera faite avec du chevreuil naturel. Je prends une bonne pincée. Pour réaliser cette aile, je vais d'abord poser donc le chevreuil pour voir à peu près la longueur qu'il me faut. Ce que je fais moi, c'est que je recoupe le surplus et ensuite je viens poser mon aile. Voilà. Et je viens réaliser mon nœud final. Si vous le souhaitez, pour mieux visualiser votre mouche, rien ne vous empêche de rajouter un peu d'entron de Globe-Rite orange ici, une fois que vous avez posé l'aile, de rajouter une petite mèche d'entron de couleur pour pouvoir mieux voir votre mouche de loin. Moi personnellement je n'en ai pas besoin, mais ça peut aider quand la luminosité est mauvaise ou que vous n'avez pas spécialement une bonne vue. Donc la mouche est réalisée, donc bien à faire en différentes tailles. C'est vraiment probablement de mon point de vue une des mouches les plus importantes pour le chevenne. Elle fonctionne aussi très bien sur la truite, c'est jamais qu'un sedge, hein. Mais en tout cas au niveau du chevenne, c'est vraiment un indispensable. Pour le modèle suivant, on va réaliser une mouche. Donc je ne sais pas trop si c'est un sedge ou ce que c'est. C'est en fin de compte la mouche fétiche de mon patron, donc de Paul. C'est une sèche qui se fait à l'aide d'un dubbing qui s'appelle le V-Dup. Donc c'est un dubbing sur une base de lapin, mais où on ne prend que l'extrémité du poil. Donc on ne met que très peu de bourre, il en faut un minimum de manière à ce que le dubbing se tienne. Mais c'est principalement donc des pointes de poils qui sont mixées avec toujours différentes de couleurs de brillant. Donc par exemple ici c'est exactement en fin de compte le même dubbing que le buzzer dup qu'on avait utilisé précédemment. C'est exactement le même mélange de couleurs, à l'exception que celui-ci c'est l'entièreté du poil et que sur le V-Dup c'est uniquement les pointes. Donc ça permettra donc ceci de faire la mouche que vous verrez donc par la suite dans la vidéo, qui donne quelque chose de beaucoup plus hirsute. Je vais vous montrer. Pour l'hameçon, donc toujours pour la vidéo, je prends un TE10 en taille 14 et la taille est toujours à adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Pour le réaliser, donc c'est toujours ma soie de montage 8-0 noir. Et je vais aller jusqu'à la courbure. Ce qui est important avec ce dubbing, donc c'est d'en tirer comme ceci une mèche et de l'aérer le plus possible. Voilà, vous voyez comme ceci. Je vais laisser ces mèches prêtes. Et maintenant je vais fendre ma soie de montage en deux. Voilà, avec une aiguille, je fends la soie de montage en deux comme ceci. Et je vais venir glisser
le dubbing dans la soie de montage comme ceci. Et je vais le twister. Une fois l'opération faite, comme ceci, je vais à l'aide d'une aiguille et d'un brush à dubbing bien mettre les poils en place. Donc il est important d'avoir un brush, je vais dire, adapté pour le faire. C'est-à-dire que si vous prenez un velcro, ce sera beaucoup trop agressif, enfin, beaucoup trop abrasif, et ça retirera les poils. Tandis qu'une brosse comme ceci permettra, comme vous le voyez, de les peigner sans pour autant tous les faire partir. Voilà, maintenant je vais rabattre autant que possible les fibres dans le même sens, et je vais venir réaliser mon corps. Voilà. Et à chaque tour, je vais chaque fois rabattre tout vers l'arrière. Voilà, donc comme vous le voyez, la mouche est réalisée. Je vais toujours avec ma brosse rebrosser un tout petit peu tout vers l'avant et puis vers l'arrière pour tout mettre en place. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais rabattre tout vers l'avant et à l'aide de mes ciseaux, je vais recouper le dessous de la mouche et rabattre le tout vers l'arrière. L'avantage de cette mouche, c'est que comme vous le voyez, elle prend de la place. C'est quand même une mouche qui donne un certain volume en ayant en fin de compte que très peu. Donc comme vous voyez à la caméra, il y a des poils qui partent un peu dans tous les sens, mais le corps de la mouche est vraiment très fin, donc ce qui permettra de très vite sécher la mouche. Une fois que vous serez en action de pêche, souvent dans les poissons blancs, on en fait quand même pas mal sur une journée, et donc il faut, quand on a une mouche qui ne se sèche pas bien, la changer très régulièrement. Celle-ci, elle se sèche très très bien, très très vite, et elle reprend directement son aspect initial, ce qui est vraiment pratique. Pour terminer, on va faire probablement la mouche la plus connue pour le poisson blanc, c'est un scarabée. Alors pour ce faire, j'utilise donc ici un hameçon à TE15 en taille 12. Comme pour chacune des mouches, les tailles sont toujours à adapter, mais la taille 12 c'est probablement la plus utilisée. Pour le dos, je vais utiliser ce foam-ci. Alors c'est un foam c'est une base de foam noir, à savoir qu'on a fait faire des emporte-pièces pour avoir plusieurs tailles de dos de scarabée. Donc moi ici sur un hameçon de 12, je vais utiliser la plus grande taille, alors c'est plutôt pour taille 10-12. Et donc si vous le voyez, chaque fois vous pouvez venir chercher une pièce de foam pour chaque taille de scarabée que vous voulez faire. Donc ça va du 16 au 10. Le gros avantage, c'est que c'est préformé comme ceci. Attendez, je vous montre la vidéo. Vous avez quelque chose comme ceci, qui sera vraiment adapté pour faire un dos de scarabée. Je vais le fixer par l'extrémité inférieure du foam, comme ceci. Et je vais venir faire le corps à l'aide d'un dubbing Spectra de couleur noire. Donc il s'appelle noir, mais comme vous le voyez, il a quand même pas mal de reflets verts dedans, ce qui est vraiment la bonne couleur pour les scarabées. Toujours la même chose, le scarabée c'est une très bonne mouche à cheven, mais ça fonctionne également très bien sur les salmonidés. Et c'est également une très bonne mouche de réservoir. Donc comme vous le voyez ici, la masse de dubbing est un peu plus importante que sur le setch que j'ai réalisé précédemment. C'est volontaire de manière à avoir un corps beaucoup plus massif sur mon scarabée.
De nouveau, vous n'avez pas à avoir peur pour gonfler un peu le corps à revenir sur vos pas quand vous faites votre corps en dubbing. Et si nécessaire, d'en remettre un tout petit peu. Un point très important au niveau du montage, c'est de vous arrêter à peu près 3-4 mm avant l'œillet pour laisser de la place pour le restant du montage de la mouche. Donc je vais rabattre mon foam, comme ceci. Donc comme vous le voyez à la caméra, vous avez du coup une plaque de foam qui va vraiment bien venir épouser le corps de la mouche, en ayant une forme vraiment, vraiment sympathique. Donc la mouche pourrait déjà pêcher comme ça. Maintenant, on va encore un tout petit peu l'agrémenter de matériaux. Donc je vais utiliser des pattes, enfin, faire des pattes en élastique noir. Pour les pattes, moi j'ai toujours une préférence pour des cylindres qui sont ronds, plutôt que des pattes qui sont plates. Je trouve que ça bouge beaucoup mieux avec des pattes rondes qu'avec des pattes plates. Et je vais venir de chaque côté mettre une petite pièce de silicone de manière à faire 2 pattes de chaque côté. Donc pour le faire, vous voyez, je place à peu près mon silicone, enfin je coupe à peu près mon silicone en 2 avec ma soie de montage et je viens disposer les pattes sur le côté. Alors une fois qu'elles sont mises, il va falloir un tout petit peu les régler pour qu'elles se mettent comme vous le souhaitiez, enfin comme vous le souhaitez. Maintenant, à l'aide d'un foam orange, je vais venir faire un témoin qui me permettra de voir où est ma mouche, parce que ça va vraiment pêcher dans la pellicule et si vous êtes à contre-jour, vous ne verrez pas votre mouche. Donc avec ce témoin de couleur, vous pourrez toujours la voir. Donc là, je prends une languette à peu près de 4 ou 5 mm, comme ceci, et je vais essayer de faire à peu près un carré de 4 sur 4. Donc comme vous le voyez ici. Et ce carré, je vais venir le mettre ici au-dessus. Alors en faisant attention de ne pas écraser mes pattes en silicone et en le centrant le plus possible au milieu de la mouche. Une fois que cela est fait, je vais réaliser mon nœud final. Maintenant les pattes, je vais les recouper à peu près à 1 cm de chaque côté. Voilà, donc là la mouche est terminée. Et comme vous le voyez, donc le foam qui a été prédécoupé vient vraiment bien se mettre au-dessus de la mouche. Le témoin orange vous permettra de toujours la voir et les pattes donneront un peu plus de vie à votre mouche. Donc en théorie, avec les quelques modèles qu'on vient de monter ici, vous devriez pouvoir couvrir pas mal de situations au bord de l'eau.